Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Elie Dumont, je suis archéologue et je travaille plus particulièrement sur les rivières. Donc, je ne travaille pas sur une période déterminée, comme beaucoup d'archéologues, mais sur un milieu, la rivière, et sur les relations que l'homme a entretenues avec la rivière sur la longue durée. Donc, je travaille depuis les vestiges qui peuvent dater de la proto-histoire jusqu'au 19e siècle. Alors là, je ne vais évidemment pas vous présenter tout ce qu'on trouve dans les rivières, mais il faut juste savoir que les rivières conservent un patrimoine archéologique qui est enseveli sous les eaux et sous les sédiments au fond des rivières, qui est très riche. Et là, je vais vous parler de quelque chose de vraiment particulier, qui sont les moulins sur bateau. Et qui, en plus, c'est quelque chose qui va vous parler, parce que dans la région, il y en a eu un certain nombre, et plus particulièrement sur la rivière du Doubs, sur laquelle on a travaillé. Alors, qu'est-ce que c'est un moulin sur bateau? Bon, ici, vous êtes dans un moulin qui fonctionne avec la force hydraulique. Hein. Donc, avant l'électricité, il y avait deux façons de faire tourner les moulins, le vent ou l'eau. Mais avec l'eau, il y avait différentes façons d'utiliser l'énergie hydraulique. Donc, il y a des moulins fixes, comme ici, avec je pense que c'est une dérivation. On n'est pas directement, on ne prend pas l'eau directement dans la rivière. Et sur des petites rivières en général, donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche de la figure. Hein. Il y avait des moulins qui étaient accrochés au pont, comme vous voyez en haut à droite, là, sur l'image. Et puis on avait aussi des moulins sur pilotis, c'est sur les deux images d'en bas. Donc un qui a survécu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale sur le Cher, qui est à Châtres, et qui est dans sa forme médiévale en quelque sorte. Donc c'est des choses qui existaient depuis au moins le Moyen-Âge. Et là, vous en voyez un qui est représenté sur une enluminure du XVe siècle. Alors, en plus de toutes ces formes, il existait sur les rivières à fort débit des moulins sur bateau. Et ça, dans toute l'Europe, et pendant tout le Moyen-Âge, et jusqu'à une période très récente, vous allez voir, parce que le dernier moulin qui a fonctionné, c'est au début du XXe siècle, et c'est en France, et c'est pas loin d'ici. Donc ici, ce sont des moulins sur le Pô, en Italie. Vous voyez qu'il y a deux bateaux et puis le moulin qui est posé sur deux barques. Vous voyez ici un dessin qui représente les différents types de moulins sur bateau. Certains sont sur deux coques de bateau. Certains sont des monocoques. Vous voyez là cet exemple-là avec la roue qui se trouve à une extrémité du bateau. Certains ont une roue de côté, d'autres en ont deux. Bon, vous voyez qu'il y a de multiples possibilités et adaptations qui ont été connus sur différents cours d'eau dans toute l'Europe. Ici, par exemple, vous avez une vue du Danube, avec, quand on zoome sur ce plan, on voit qu'il y a un moulin bateau qui est représenté. Là, c'est sur le Rhin, et on voit également plusieurs moulins sur bateau. Vous voyez ici, hein, ils sont attachés les uns à côté des autres, et puis vous en voyez un, là, les gens sont en train de le remorquer à la main. Parce que c'est une gravure qui date du XVIIIe siècle, pour le ramener au bord, sans doute pour faire des réparations. Alors si on revient en France, ça ce sont des moulins bateaux qui existaient sur le Rhône au XIXe siècle. Hein, c'est les premières photos qu'on a faites de ces installations. Donc c'est à Lyon, en plein centre de Lyon. Lyon était alimenté en farine par de nombreux moulins sur bateau. Et puis quand on se rapproche encore, sur la Saône également, on avait beaucoup de moulins sur bateau. Vous voyez ici un tableau qui est conservé au musée d'Onon à Chalon-sur-Saône et qui montre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 moulins bateaux, 6, qui sont attachés au pont Saint-Laurent, si vous connaissez Chalon-sur-Saône. C'est le grand pont avec les obélisques là, qui est dans le centre de la ville, entre l'île et la rive droite de la Saône. Et vous voyez ces moulins bateaux avec une roue sur le côté, entre deux coques de bateau, une petite et une plus grande. Ici, c'est ce qu'on appelle une tibériade, c'est des plans du XVIIe siècle, alors c'est du dessin, donc c'est un peu moins lisible que la peinture. C'est à Sœurs, c'est toujours sur la Saône, et vous voyez ici un moulin bateau, un autre à cet endroit-là. Donc on a beaucoup de documentation iconographique sur ces moulins, même quand on remonte dans le temps. Alors des photos, je vous ai montré, des tableaux, des documents cartographiques comme ici. Et là on remonte, on est déjà au XVIIe siècle. Et puis là je vais juste faire une aparté sur le Doubs, parce qu'on va vraiment
parlais des moulins bateaux sur le Doubs, c'est une rivière qui peut monter très très rapidement. Si vous connaissez ceux qui habitent au bord, le voit ici par exemple en 2018, la crue qui a inondé totalement Saunière, avec y compris le cimetière. Et en fait, il peut monter de 2 mètres en 48 heures. Donc si vous posez un moulin fixe, avec une roue fixe, au bord d'une rivière comme ça va pas bien marcher en fait. C'est-à-dire qu'une partie de l'année, la roue va être sous l'eau, elle ne pourra pas tourner. Et puis il y a une partie de l'année où il va baisser en période sèche. Et c'est pareil, la roue va être en haut, ça ne marchera pas non plus. Et la solution, c'était le moulin bateau, puisqu'on l'attachait à la berge. Et en fait, en réglant les amarres, et ben toute l'installation, roue, bateau et moulin, avec le système de broyage des meules, etc., suivait la variation du niveau de l'eau. Donc c'est assez ingénieux comme système. Par contre, c'est quand même très compliqué à maintenir. On a vu. Alors, dans les documents sur le Doubs, on a beaucoup de cartes postales donc de la fin du 19e et début 20e siècle qui représentent ces moulins qui fonctionnaient encore. Chaque village de la basse vallée du Doubs avait 1, 2, voire 3 moulins, comme par exemple à Navilly. Vous voyez que c'est quand même c'est énorme comme structure. Il y a deux coques de bateaux. À gauche, vous voyez la grande coque et à droite, la petite coque. Dans le langage vernaculaire, l'ancien français du secteur, ça s'appelait la corte forain. Et puis, sur la grande coque, vous avez la maison, tout en bois, qui a été posée avec à l'intérieur tout le mécanisme du moulin, comme on peut voir un ici, quoi. Entre les deux bateaux, la roue. Alors là, on est fin 19e, début 20e, donc la roue, c'est majoritairement du métal, mais aux époques plus anciennes, tout était en bois. Et puis la petite coque qui sert en fait de stabilisateur, d'appui, et il y a du matériel aussi posé dessus, avec des planchers autour pour des espaces de circulation et de travail. Ah mince. Pardon. Donc ça, c'était le moulin de Pontoux. Le voilà sur d'autres cartes postales. Vous voyez que c'était quelque chose d'important dans le paysage, puisque ça a été photographié et représenté sur les cartes postales. Le moulin de Navilly, je crois qu'il est reproduit dans le musée ici. C'était du même type, exactement. On voit un peu mieux, là, la photographie est prise de plus près, donc on voit bien les deux coques de bateau et la taille de la roue, qui est assez impressionnante. Donc voilà encore au bord du Doubs, il y en a plusieurs. Navilly, c'est assez ancien, puisqu'on les voit sur la carte d'état-major et sur la carte de Cassini, ils sont indiqués aussi. Et puis le moulin de Longe-Pierre, là c'est une photo qu'on nous a prêtée issue d'une collection particulière, qui a coulé à la fin du 19e siècle. On a la mention dans des archives. Alors ici, c'est intéressant ce que vous voyez, je vous en reparlerai après, mais les amarres, c'était pas que des cordages, c'était surtout des chaînes avec des très gros maillons pour tenir, parce que ça faisait un poids énorme, et en plus, il y avait la contrainte dans le courant, pour maintenir ça en place, c'était quand même assez compliqué. Donc le moulin de Longe-Pierre, et puis ici, c'est pour montrer que c'était quand même important pour le secteur, parce que ça, c'est un cahier d'école que quelqu'un m'a apporté un jour, qu'il a retrouvé dans un grenier. Et pour illustrer la couverture du cahier d'écolier, on avait mis un moulin bateau, celui de Navilly. Là, vous voyez à gauche, c'est l'école de filles de Saint-Bonnet-en-Bresse. Voilà, le cahier de rédaction. Et puis, vous avez des extraits de cadastres napoléoniens. Donc, les cadastres napoléoniens, ils sont relevés au début du 19e siècle. Et on a représenté dessus les moulins bateaux qui existaient encore sur différentes communes de la basse vallée du Doubs. Voilà une carte aussi de 1910 qui montre le moulin de Pontoux et sa digue. La Horcule, c'est un document du XVIIIe siècle qui est un plan de Verdun sur le Doubs, qui montre aussi un de ces moulins sur bateau, qui est dessiné assez schématiquement, mais on reconnaît quand même bien l'installation. Et puis quand on remonte dans le temps, après on n'a plus vraiment de documents qui décrivent qui montrent ces moulins. Et par contre, on a là on est à la fin du XVIe siècle, 1599, et c'est un prix fait, c'est-à-dire que c'est un devis pour refaire un moulin sur la Saône, et c'est un document qui est conservé aux archives départementales de Saône-et-Loire. Alors, quand on arrive à transcrire ce document, vous voyez que c'est très difficile de lire le français du XVIe siècle, je ne sais pas vous, mais moi je n'arrive pas, à part 1599, c'est tout ce que j'arrive à lire. Donc là, ce sont des historiens qui sont spécialistes de ces périodes qui arrivent à transcrire ça. Et ça peut donner quand même des détails techniques assez importants. Et pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'en fait, on construisait les bateaux sans plan.
les bateaux aux époques anciennes, il n'y avait pas de plan. Ça paraît difficile à concevoir pour nous parce que nous, tout est mis, en plus, alors maintenant avec les ordinateurs, mais il n'y avait pas de plan. Donc on n'a pas de plan des bateaux ni de ces installations. On ne sait pas comment c'était fait. Donc les seuls moyens, les seules infos qui nous restent, c'est les informations récentes des photos. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque médiévale ou un peu plus, quand on recule dans le temps, c'était exactement pareil. Et puis des textes comme ça. Mais dans les devis, il n'y a pas toujours tous les détails techniques, il y en a quand même quelques-uns. Et puis parfois, il y a des termes techniques qu'on n'arrive plus à traduire. On ne sait plus ce que ça veut dire, on a perdu l'information. Donc c'est assez compliqué. Et après, l'autre moyen de connaître ces moulins, c'est les fouilles archéologiques. Donc quand on a la chance de retrouver des vestiges, c'est très intéressant, puisque ça nous donne vraiment des données précises sur les constructions, comment ça marchait, comment ça fonctionnait. En fait, pour l'histoire des techniques, c'est très important. Donc voilà par exemple une photo, je vous ai parlé du moulin de Longepierre que vous avez vu en photo tout à l'heure et qui a coulé à la fin du 19e siècle. Donc on est allé plonger à l'endroit où il est censé avoir coulé et effectivement il se trouve au fond du Doubs avec ses meules et une partie des installations qui sont encore conservées. Donc c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est des recherches archéologiques qu'on a faites dans les eaux du Doubs en plongée. Donc en faisant des prospections, des recherches, puis des fouilles, puisqu'on a eu la chance de trouver les vestiges d'un moulin qui a coulé au XVIIe siècle, et qui est très très bien conservé à Sermès, dans la commune de Sermès, donc en Saône-et-Loire. Donc ça c'est une image qui vous montre à peu près comment on travaille sous l'eau. Hein. C'est un peu comme en archéologie terrestre, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'on ne peut pas respirer, alors on est obligé d'utiliser du matériel de plongée autonome, avec un bateau en surface, une pompe, un aspirateur à sédiments pour dégager les vestiges du sable et des graviers. Voilà l'aspirateur à sédiments avec un collègue qui est en train de travailler dessus. Et puis on prend des notes au fond. Et on prend aussi beaucoup de photos maintenant, puisqu'on utilise les logiciels de recréation en 3D, les orthophotos, etc. C'est pas facile parce que l'eau est quand même pas super claire. Elle est très turbide, elle est très chargée en sédiments. Donc voilà, là par exemple en ce moment on pourrait pas travailler. Et sinon on prend des notes et sous l'eau on écrit sur des planchettes en PVC avec un crayon à papier. Ça marche très bien. C'est le seul moyen d'écrire sous l'eau. Alors au début, quand on a plongé dans le secteur de Sermès, on a commencé par trouver des pieux comme ça, des piquets qui sont plantés au fond de la rivière, qui sont en train d'être très érodés par le courant, hein, très usés, vous les voyez qui dépassent. Et puis toutes ces petites baguettes là, c'est du clayonnage. C'était des parois très secs, comme vous êtes en Bresse, vous connaissez ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé pour d'autres constructions. Et c'était utilisé beaucoup dans l'eau aussi pour faire des parois en végétal. Donc voilà ce qui subsiste de ce qu'on appelait la benne du moulin. Et voilà le plan du moulin bateau de Sermès, tel qu'on l'a trouvé. Tous les petits points là que vous voyez, ce sont des piquets, les piquets que je viens de vous montrer en photo. Et ils forment un entonnoir, donc qu'on appelle la benne du moulin, qui était destinée à diriger l'eau sur la roue, et notamment quand la rivière était en période de basse eau, et qu'il risquait de plus avoir assez d'eau pour faire tourner ses trous. Vous avez la grande coque de bateau, la plus petite coque, donc le forain et la corte. Et puis, voilà le détail, un peu les vues de cet ensemble. Actuellement, il a coulé exactement là où il fonctionnait contre la berge. Alors, comment on pouvait planter ces pieux, ces piquets, hein, voilà, je vous ai montré, ça c'est un document qui est médiéval et qui montre une sonnette installée près d'un moulin fixe, près d'une rivière. Et on est en train de planter des pieux dans l'eau. Alors dans cette benne de moulin, dans ces digues, là, on a trouvé, ça nécessitait beaucoup de réparations en fait. Dès qu'il y avait une crue, il fallait remettre en état. Et on a trouvé 6 serpettes de ce type-là. Donc les gens ont perdu en travaillant en fait au-dessus de l'eau et ils n'ont pas récupéré ces outils. Donc pour nous, c'est bien, ça nous fait des objets à étudier. Et vous voyez que le métal est quand même assez bien conservé. Là, le bois n'est plus conservé, et vous avez des marques d'artisans qui ont forgé ces lames. Alors on ne sait pas à quel artisan ça correspond encore, parce qu'on n'a pas le catalogue non plus des artisans qui travaillaient au XVIIe siècle. Mais c'est intéressant, vous verrez qu'il y a toute une série d'outils qu'on a trouvés à bord du moulin qui présentent des marques et qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans l'entonnoir, la partie resserrée en V, il y avait un plancher
en bois qui était posé dans toute la partie resserrée, comme ça, juste devant le moulin. Alors on ne connaît pas son usage, parce que ça on n'a pas de description nulle part, on ne sait pas ce que c'est. Mais on pense que c'est pour éviter que l'eau creuse et fasse un trou devant la roue. Parce que ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les archives, c'est que des fois les moulins on est obligé de les déplacer, parce qu'il y a une érosion qui se produit, il y a un trou qui se fait devant la roue, et du coup le courant va plus comme il faut dans la roue, et ça tourne plus correctement. Donc on pense qu'ils ont habillé la pointe de l'entonnoir là où le courant est le plus rapide, pour empêcher, voilà ce que ça donne. Je vous ai dit qu'on travaillait en faisant un assemblage de photographies. Donc vous voyez à gauche et à droite les têtes de pieux qui dépassent. Et puis entre, vous avez tout cet assemblage de lattes de bois et de planches posées sur les sédiments. Voilà, oups, pardon, excusez-moi. Voilà une autre vue en 3D en perspective avec, ici vous avez la coque du grand bateau qui est visible. Alors on a fait les relevés, les plans des bateaux. Donc voilà le petit bateau qui s'appelait le forain. Donc c'est une construction assez simple, c'est entièrement du chêne. Et le chêne, il est imputrescible dans l'eau. Dans l'eau douce, il se conserve très très bien. Donc, ce qui explique que là, on a la coque qui est quasiment intacte. À part quelques manques, quelques cassures. Donc c'est des planches assemblées, avec des renforts transversaux assez serrés, parce que, je vous dis, il y a du poids, il fallait supporter un poids assez important, c'est de la construction rustique et solide. Voilà le plan du grand bateau, donc la Corte, elle est sur le même modèle, hein, mais beaucoup plus grand, c'est des bateaux qui font à peu près 10 mètres de long, et avec des renforts aussi transversaux, une levée pour l'avant, et une fermeture à l'arrière avec un tableau arrière vertical. Alors, l'eau conserve très bien le bois, je vous ai dit, mais elle conserve en fait toutes les matières organiques. C'est l'intérêt de travailler dans l'eau, c'est qu'il y a des choses qui disparaissent. On aurait fouillé ça en archéologie terrestre, on n'aurait pas retrouvé tout ça, ça ne serait pas conservé. Et là, c'est une chance que c'est resté en milieu humide, immergé. Et là, vous avez ce que vous voyez en bas à gauche, ce sont des tresses de mousse végétale. C'est de la mousse qu'on allait ramasser que les charpentiers bateaux allaient ramasser dans les forêts. Ils la faisaient sécher. Il la tressait comme ça, très très serré, et il l'insérait de force entre les planches du bateau. Parce que si vous assemblez des planches comme ça, et vous mettez ça dans l'eau sans étanchéifier, l'eau va rentrer dedans, et c'est ça. Le bateau, il va couler. Donc la solution qui a été utilisée sur le bassin du Rhône et de la Saône et du Doubs, c'était ce qu'on appelait du calfatage, donc c'est la façon de rendre étanches ces bateaux, avec de la mousse végétale. Et après, on mettait une petite baguette qui est souvent en genévrier, très fine, et on finissait par mettre des petites agrafes métalliques que vous avez ici à droite et que vous voyez sur la photo de détail en haut à gauche, qui bloquaient l'ensemble. Et quand on mettait le bateau à l'eau, la mousse gonflait et faisait étanchéité. Alors on a fait analyser cette mousse par une spécialiste des mousses, les Ikea Chaboutier, des bryophytes, donc c'est les mousses et les lichens. Et en fait, c'est pour voir s'ils avaient collecté comme ça dans la forêt de façon un peu désordonnée ou pas. Et en fait, non, pas du tout, parce que 98% d'échantillons, c'est une seule espèce de mousse. Donc, ils ont bien sélectionné une espèce qui... Alors, vous avez son nom latin, Anomodon viticulosus, donc ça vous parlera sans doute pas vraiment, mais c'est une mousse qui pousse, qui fait des très grands filaments, très résistants, et du coup, qui était appropriée pour faire l'étanchéité de ces bateaux. Alors, je vous ai montré tout à l'heure sur un des plans des chênes. En voilà d'autres extraits. En bas à gauche, c'est le plan scénographique de Lyon qui date du XVIe siècle, où il y a beaucoup de moulins-bateaux qui sont représentés, notamment sur le Rhône. Et vous voyez bien qu'ils sont tous attachés avec des chênes à très gros maillons, en fer forgé. Et le moulin de Sermès n'échappe pas à ça. Et il était aussi relié à la berge avec des chênes qu'on a retrouvées, en partie, certaines cassées au fond du bateau ou à côté, et d'autres qui sont encore en place et qui partent sous la berge. Ça veut dire que, en fait, si on creusait sous la berge, je pense qu'on trouverait les poteaux d'amarrage du moulin. Bon, on peut pas, c'était à la berge, elle fait 3 mètres de haut, et je pense que le propriétaire du terrain serait peut-être pas d'accord, ça serait très compliqué. Mais il a vraiment coulé là où il fonctionnait. Ça, c'est sûr, il n'a pas dérivé. Et on pense que peut-être l'accident, le naufrage a eu lieu suite sans doute à une période de crue, d'un épisode un peu violent.
Et peut-être un arbre, l'ennemi des moulins bateaux, c'était les objets charriés en période de crue, notamment les arbres. Je ne sais pas si vous avez vu les rivières en crue, même encore maintenant, pourtant on essaye de nettoyer, d'entretenir, il y a quand même souvent des arbres complets qui passent. Et le petit bateau, il ne repose pas à l'horizontale sur le fond, il est très incliné comme ça, derrière se trouve sous 2 mètres de sable, et la pointe dépassait les sédiments quand on a plongé la première fois. Et appuyé sur l'arrière, il y a un énorme arbre, un saule, qui est daté de la même époque, et on pense que c'est possible que cet arbre, entraîné par le courant, soit passé entre les deux coques et soit venu appuyer sur l'arrière, et ce qui aurait pu provoquer le désastre, quoi, le naufrage. Puisque ces bateaux, ils étaient très lourdement chargés, et je pense qu'il ne fallait pas beaucoup pour les faire couler, quoi. Ça pouvait aller très vite. D'ailleurs, dans les archives, on a des récits de naufrages, de catastrophes. Donc il y a ça, il y a les arbres charriés, les causes de naufrage. Il y a la glace en hiver. Les cours d'eau gelaient assez régulièrement, puisque jusqu'au 19e siècle, entre le 14e et le 19e siècle, il y a une période climatique qui s'appelle le petit âge glaciaire. C'est marrant, parce que maintenant, on est plutôt dans une période qui se réchauffe, mais dans ces périodes-là, c'est froid. Les hivers étaient froids, il y avait des printemps très, très pluvieux, et on a des récits de moulins bateaux qui n'ont pas été mis à l'abri avant un épisode de glace, où on n'a pas pu le temps de démonter la roue. La glace se prend dans la roue ou dans certains éléments, et le poids de la glace entraîne tout l'ensemble par le fond. Et l'autre cause de destruction, ça paraît bizarre parce que c'est sur l'eau, mais c'est l'incendie. C'est pas parce que c'est sur l'eau que c'est quand même à l'abri, c'est que du bois. La poussière de farine, c'est inflammable, voire explosif. Donc normalement, on n'amène pas de flamme dans les moulins, hein, parce que c'est un vrai danger qui a été reconnu aux époques anciennes. Et on a des récits de naufrages liés à des incendies. Bon, là, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas de traces de feu sur aucun bois qu'on a retrouvé. Donc on pense plutôt à un naufrage lié à une crue. Alors, comme ça a été visiblement un accident brutal et que les gens n'ont pas le temps de sauver ce qui était à bord, on ne sait pas s'ils se sont noyés ou pas, parce que là, on n'a pas retrouvé de restes humains et on n'a pas retrouvé dans les archives quelque chose qui pourrait relater ce naufrage. Ça existe peut-être, mais les archives, c'est des centaines de mètres linéaires de documents et on ne sait pas toujours où aller chercher. Il pourrait y avoir un procès verbal peut-être de naufrage établi par un notaire, mais les archives notariales, c'est vraiment beaucoup à dépouiller et malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais toujours est-il qu'on a trouvé éparpillés autour des bateaux et dans les coques et entre les coques de bateaux de très nombreux objets. Et l'intérêt de tous ces objets, c'est que ça témoigne de la vie quotidienne en fait, d'un meunier et peut-être aussi de sa famille à bord, parce qu'en fait, le meunier, il passait une partie de sa vie à bord. C'était pas son habitation principale, hein. En général, quand on cherche dans les archives, ces meuniers, ils avaient un double métier. Ils faisaient ça, et ils étaient cultivateurs ou marchands, ils faisaient autre chose. Donc ils avaient sans doute une habitation ailleurs, mais quand ils faisaient tourner le moulin, ils restaient quand même, ils dormaient, et ils vivaient, ils mangeaient, et ils réparaient sur le moulin. Donc on a un ensemble de choses de la fin du XVIIe siècle qui témoignent de la vie quotidienne dans les campagnes en Bresse, qui est vraiment très, très intéressant pour nous. Donc ici, c'est un croc qui était emmanché au bout d'un très grand manche en bois pour retirer un objet qui est tombé dans l'eau ou récupérer une nasse parce que le meunier y pêchait aussi. Ici, vous avez une grande hache, une de Loire, je ne sais plus. Fred, comment ça s'appelle la hache? J'ai perdu le nom. Là, c'est pour le carré sur le côté. Ouais, pour faire tailler plutôt des planches. Voilà, on a 5 ou 6 types de haches différentes en fait, pour travailler le bois, parce qu'il y avait des avaries régulières sur les bateaux et sur la digue qu'il fallait réparer. Un trou dans la coque, il fallait tout de suite le boucher, parce que sinon le moulin risquait de couler. Je vous ai montré des traces, des marques d'artisans tout à l'heure sur une serpette, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici sur cette hache, vous voyez qu'il y a une marque qui est répétée 3 fois d'un autre artisan. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est ce que ça c'est. Alors vous avez l'objet au fond de l'eau, bon il est quand même assez bien conservé, c'est quand même du fer. Donc chaque fois qu'on sort un objet de l'eau, on doit l'emmener sur un laboratoire qui est spécialisé dans le traitement pour le conserver, parce que sinon après il rouille, il se dégrade et on ne peut pas le présenter dans un musée ni même le conserver. Donc là c'est après restauration. C'est le laboratoire de Vienne au sud de Lyon qui a fait tout ce travail. Voilà une hache, un autre type de hache avec une marque qui est répétée 10 fois, la marque de l'artisan. Et vous voyez que le manche était en partie conservé, le manche en bois.
Encore un autre type de hache avec son manche en bois conservé aussi. Et puis on a trouvé, je vous ai dit que le meunier passait une partie de sa vie à bord, donc on a trouvé une bonne partie du vaisselier du XVIIe siècle, et avec des céramiques qui sont souvent entières. Contrairement à un site archéologique terrestre qui va être réoccupé, où ça va se tasser, il va y avoir des piétinements après, des réoccupations pendant les siècles qui vont suivre. Là, on est dans l'eau. Le moulin, il a coulé, il a été recouvert par des sédiments par la rivière, et après, plus personne n'est venu marcher là-dessus. Donc, si la cruche, en arrivant au fond de l'eau, elle ne s'est pas cassée, ben, elle reste entière jusqu'à ce qu'on la redécouvre. Donc, vous avez des très beaux spécimens là, de céramique. On voit là un pichet à vin ou à liquide eau ou lait même. Une autre cruche, un petit mazagrin décoré, donc qui est cassé lui par contre. Et puis ici un chauffe-plat qu'on vient de découvrir au fond de la coque, donc c'est une espèce de petit brasero. On mettait des braises à l'intérieur et on pouvait poser une assiette ou un plat pour le maintenir au chaud. Et puis alors une autre cruche à droite là, à décorer, au fond de la coque du grand bateau. Vous voyez là on est au fond du bateau avec un renfort transversal en bois la cruche est bloquée contre. Et puis là à gauche vous avez de la vaisselle métallique. On a aussi pas mal de vaisselle métallique. Vous avez une grande poêle à manche, là, un grand manche. Vous avez donc la poêle est ici, une lampe à huile et puis une assiette en étain. On a trouvé également des marmites en fonte, trois marmites en fonte, de tailles différentes. Hein. On voyait bien que c'était organisé pour faire la cuisine. Voilà. Et puis ce que vous voyez, les boules là, qui sont à gauche, ce sont des poids de balance de type romaine. Je vais vous montrer par la suite. Et un pichet en étain, un pichet à vin. Ça, c'est vraiment au moment de la découverte. Là, c'est avant le traitement en laboratoire et restauration. Hein. Le pichet, il est tout terne. Je vais vous montrer une autre photo après. Vous verrez qu'il a retrouvé un peu plus de sa splendeur d'antan. Et les marmites, elles sont concrétionnées. Elles ont commencé un peu à rouiller. Le gravier s'est aggloméré dessus. Alors, ce pichet à vin, il est très important parce que quand on l'a fait nettoyer au laboratoire, en fait, est apparu gravé sous le fond de ce pichet un nom, gravé à la pointe, Genon. Alors, c'est pas le potier d'étain, hein, les gens qui fabriquaient les étains, on les appelaient des potiers d'étain, et ils avaient des marques, des poinçons qui étaient vraiment, si vous avez vu même les étains encore actuellement, il y a des poinçons qui sont imprimés dans le métal. Là, c'est gravé à la pointe, donc c'est plutôt le propriétaire de ce pichet qui a mis son nom. Et du coup, on peut quand même penser que c'est sans doute le meunier qui faisait tourner le moulin. Et Genon, c'est un patronyme qui est très répandu dans le secteur de Sermès, de Saunière. Il y a beaucoup encore de Genon actuellement. Et on a trouvé dans les archives un Genon qui vend un moulin bateau, mais c'est postérieur à la date du naufrage, c'est au XVIIIe siècle. Mais visiblement, c'est une famille de meuniers de cette période-là. Donc c'est très rare en archéologie qu'on arrive à trouver des objets qu'on puisse rattacher à une personne. Donc là c'est le cas. Voilà, je vous ai mis un intérieur du XVIIe siècle. C'est un tableau de Louis le Nain, l'heureuse famille, où on voit sur la table, à côté du pain, vous voyez une écuelle à oreille, là, du même type que les deux qu'on a trouvés dans le moulin à bateau. Donc c'est un intérieur paysan avec... Et puis une lampe à huile, il y en a une aussi, mais on la voit pas bien sur le tableau, du même type que celle-là. Que celle qu'on a trouvée sur le moulin. Alors en fait, pour revenir à ces étains, on a trouvé aussi les deux écuelles, le pichet et une grande assiette, deux autres assiettes en étain. Ça nous donne des informations quand même sur le niveau de vie de ce meunier, parce que tout le monde ne pouvait pas avoir de la vaisselle en étain au XVIIe siècle. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a un niveau de vie, on dirait une classe moyenne assez aisée. Donc ça peut donner ce type d'informations. Alors je vais vous montrer d'autres objets qu'on a retrouvés. Vous voyez le lama informe noir, pas très joli en haut, c'est du cuir. Le voilà en bas après traitement. Ça peut être un habillage de panière en osier pour mettre du grain ou de la farine, qui était de la peau très très fine, très bien. Bon, alors là, il en manque des morceaux, mais quand même le cuir est bien conservé. Et puis des éléments d'une chaussure aussi.
qu'on a retrouvées dans les sédiments des bateaux, des coques. Et puis on a trouvé un ensemble de petits couteaux avec leurs manches en bois conservées, des petits couteaux pliants qui sont en quelque sorte des ancêtres de l'opinel. Et celui-ci est décoré. Alors vous voyez que par contre quand on les sort de l'eau, la lame est très très corrodée par la rouille. Donc on les a envoyés au laboratoire. Vous voyez en haut des exemples avant traitement et après traitement. Et puis ils sont passés à la radio. Parce que ça permet aux restaurateurs de voir s'il y a des choses sur la lame auxquelles il faut faire vraiment attention avant de commencer la restauration. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces lames, elles possèdent des marques avec des noms. Vous voyez, Marcelin, par exemple, sur celui-ci, ce sont les noms des couteliers qui fabriquaient ces couteaux. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous a permis de savoir d'où venaient ces couteaux. Parce qu'en fait, il existe à Saint-Étienne une plaque en plomb avec des marques de couteliers. Il y avait un secteur sur Saint-Étienne de nombreuses fabriques de couteaux, des couteliers, qui étaient un peu concurrentiels de ceux de Thiers. Et en fait, la plaque de Jurande, qui est la confrérie des couteliers qui se réunissait chaque année pour dire que bien affirmer qu'ils continuent à travailler avec les normes des couteliers, etc. Ils devaient apposer leur marque sur cette plaque. Et cette plaque, une, est conservée au musée des arts et techniques de Saint-Étienne, ce qui est rare parce que le plomb, elle est en plomb, cette plaque, et le plomb étant réutilisable à l'infini, souvent ces plaques, elles ont été refondues, on ne les possède plus. Donc celle-ci, on a vraiment de la chance, elle est conservée. Et dessus, on a retrouvé un coutelier dont le nom est marqué sur un des couteaux trouvés sur le moulin de Sermès, c'est Humbert Davier. Vous pouvez le lire ici. Humbert Davier. Et donc, qui a travaillé à Saint-Étienne comme coutelier dans les périodes du XVIIe siècle. Donc, on a des objets déjà à cette époque qui circulaient. Le pichet à vin, c'est une mesure de Lyon. Les couteaux viennent de Saint-Étienne. Le luminaire, la petite lampe que je vous ai montrée, elle a une marque d'un artisan qui est un Allemand, qui vient d'Allemagne. Donc, vous voyez que déjà, il y a plein d'objets qui circulent. Tout n'est pas fabriqué sur place dans la région ou même en Bourgogne. Alors on a aussi plein de petits objets, un petit cadenas d'un coffret sans doute, mais on n'a pas retrouvé le coffret. En haut vous avez un fourneau de pipe, donc le tabac commence à se démocratiser, à se répandre dans la population au XVIIe siècle, donc ça colle. Un petit dé à coudre, un nécessaire à couture, il y avait plusieurs morceaux de ciseaux aussi, et puis une clé également. Et les fameuses balances romaines qui ne sont pas suffisamment grandes pour peser les sacs de grains. Ici, il y en a une de balance dans le moulin pour peser les sacs de grains. Je ne sais pas si vous avez visité, elle est d'une taille. Ça, c'est beaucoup plus petit. Elles sont Donc le bois a été bien conservé. Il y en a une qui a une marque avec 3 fleurs de lys, donc ça veut dire qu'elle a été vérifiée pour voir que ce n'était pas des balances trafiquées pour frauder. Et on pense sans doute que c'était des balances destinées à poser plutôt des paniers de poissons. Parce qu'en fait, la benne du moulin que je vous ai montré au début, là, les 2 lignes de pieux qui sont en entonnoir devant le moulin, ça fait un très bon piège à poissons. Donc, souvent, les moulins, avec ce type d'installation, il y avait un double emploi, et on posait des nasses ou des filets, le meunier, il profitait aussi pour pêcher. Et vous voyez ici une photo prise dans les étangs de la Dombe récemment encore. On utilisait encore ce type de balance pour poser le poisson. Et une carte postale aussi, c'est à Grès, sur un bras de la Saône, où il y a un pêcheur qui est en train de vendre des poissons à des dames, là, et il est en train de les poser aussi avec le même système de balance. Alors, on a retrouvé quelques monnaies, mais pas beaucoup, dans celle-ci quand même, qui est très bien conservée, qui est en argent. Donc c'est après nettoyage au laboratoire, là aussi, qui est datée de 1649. Elle a été frappée en 1649 et elle représente Louis XIV jeune. Et c'est un écu d'argent. Donc voilà, donc je vous ai mis l'équivalence, hein, la valeur, c'est 60 sols pour l'époque, et ça représentait 5 jours de salaire d'un ouvrier au milieu du XVIIe siècle. Donc on a retrouvé une pièce, je vous montre, alors on a retrouvé très peu d'éléments du moulin lui-même, du mécanisme. Ce n'est pas conservé. Alors on peut penser que comme le moulin a coulé contre la berge, que le Doubs n'est quand même pas profond à cet endroit-là.
les bateaux étaient au fond. Par contre, la maison qui était au-dessus, avec tout ce qui était qui servait pour faire la meunerie, la moudre, la farine, etc., a pu être en partie récupérée. Sauf cette pièce qui est énorme, qui pèse 12 kilos, qui est une anille. Vous voyez, vous avez l'état quand on l'a sorti de l'eau et l'état après le travail des restaurateurs, avec la marque de l'artisan qui l'a faite aussi. Et l'anille, vous l'avez vu dans les schémas, là, mais je vous remontre quand même, c'est la pièce qui est en haut, vous voyez, sur le schéma, et qui est insérée dans la meule tournante, et qui sert à donner la rotation à cet ensemble. C'est une pièce très importante normalement, donc celle-ci ils ont vraiment pas pu, elle était vraiment tout au fond de la coque, elle a dû couler et ils n'ont pas pu la récupérer parce que normalement ces anilles elles étaient réemployées, réutilisées et ça s'usait quand même pas trop vite, donc on en trouve très peu sur les fouilles archéologiques en général. Voilà, un morceau sans doute de pale de roue, des éléments, là, ces énormes chevilles. On pense que c'est des éléments de fixation des pales. Je vous ai dit que la roue était sans doute tout en bois. Et ici, vous avez la photo dans un écomusée en Roumanie où on construit un moulin à bateau. Et vous voyez que la roue, elle est toute en bois. Et il y a des énormes chevilles qui maintiennent les pales aux axes. Et en fait, c'est entièrement démontable. Pour la raison qu'en hiver, je vous ai dit, quand il y avait de la glace, c'est un épisode de gel qui arrivait, on démontait ces roues, on les stockait quelque part et après on les remontait une fois que c'était passé. Hop, voilà, vous le voyez mieux ici le système. On peut supposer qu'à Sermès c'était un système similaire. Alors on a fait faire une restitution de ce moulin par un peintre à l'aquarelle pour un peu donner l'idée du doux, de la berge qui était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Et puis vous voyez les parements de crayonnage avec la digue devant, les deux bateaux, la roue, et puis les gens qui apportent les sacs de grains à moudre. Alors, sans doute des céréales, au XVIIe siècle, le maïs est déjà là, je crois, donc ça peut être aussi du maïs. Mais là, par contre, on n'a pas de données là-dessus, puisqu'on n'a pas retrouvé ça au fond de l'eau, c'est pas conservé. Voilà, je crois que j'ai passé les 45 minutes, je ne sais pas si... Voilà. Voilà. Si vous avez des questions ou des demandes d'explications, n'hésitez pas à me demander. Oui. Quand avez-vous commencé les fouilles, s'il vous plaît? Bonne question. Je ne sais plus. Ça s'est fait en fait sur plusieurs années, parce qu'en fait on intervient chaque année, mais juste sur une période assez courte de 3 semaines, 1 mois maximum. Donc ça a avancé quand même assez lentement. On a dû faire 6 campagnes de fouilles dessus. Et vous continuez, j'imagine? Non, c'est fini. Non, on a terminé la fouille, les bateaux restent au fond de l'eau. Parce que si on voulait les sortir, il faudrait les passer dans un laboratoire spécialisé dans le traitement des bois. Il faut un musée qui les accueille et trouver le budget pour faire ça, parce que c'est assez onéreux. Donc pour le moment, ça reste au fond. Par contre, les relevés qu'on a faits sont assez petits pour faire une maquette. C'est le projet qui est fait par l'association Le Sabot de Bourgogne, là, qui nous a aidé beaucoup pour ces fouilles. Et des restitutions 3D, etc. Alors, j'ai oublié aussi de dire que les fouilles, elles ont été financées par le ministère de la Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, et la région aussi qui a apporté. Et le service auquel je suis rattaché, donc le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, et beaucoup l'aide matérielle et un soutien, on va dire, dans tous les sens du terme, par l'association Le Sabot de Bourgogne, là, qui est présente aujourd'hui, sans laquelle, là, si on n'avait pas eu ce relais local, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce travail. Et qui continue, du coup. Donc on a édité ensemble cette plaquette, hein, si vous voulez en avoir un exemplaire, hein, qui est distribué gratuitement, qui reprend un peu tout ce que je vous ai présenté là. Donc l'impression a été financée ici par la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a aussi beaucoup aidé. C'est le seul moulin bateau pour le moment dans cet état-là qui a été fouillé dans toute l'Europe. On n'en connaît pas d'autres exemplaires.
conservés et étudiés. On a retrouvé des bouts dans les dragages, des fois, des éléments qui sont remontés comme ça, mais un peu cassés et en désordre. Mais c'est la première fouille qu'on fait en Europe de ce type de vestiges. C'est quelque chose qui a complètement disparu du paysage, en fait. Quand je présente ça, souvent les gens ils me disent mais on ne savait pas qu'il y avait des moulins comme ça sur des bateaux, enfin, c'est incroyable. Parce qu'autant les moulins fixes comme ici sont restés et même ont continué de fonctionner jusqu'à une période quand même assez récente. Et puis on en a remis en état, on en a fait des musées, donc on peut les voir. Mais les moulins bateaux, ils ont totalement disparu du paysage. Ils ont été... Excusez-moi, ça ne pouvait pas se conserver sur l'eau. Le moulin de Pontoux, là, que je vous ai montré au début là, sur la carte postale, c'est le dernier qui est fonctionné en France. Il est arrêté en 1923. C'est déjà une exception, parce que la plupart ont cessé leur activité à la fin du 19e siècle, parce qu'on change complètement de système. Enfin, il y a l'électricité qui arrive, des grandes minoteries qui se font, donc ça disparaît totalement. Je vais le retrouver. Tac. Oui, il est... Ouais, Pontoux, voilà. 1923, il s'arrête. C'est vraiment le dernier en France qui est répertorié, qui tourne encore, qui fonctionne. Et j'ai vu les descendants de cette famille qui avait ce moulin. Et en fait, les bateaux ont été revendus, enfin tout a été démonté. Et la maison qui était dessus a été rachetée par un cultivateur à l'époque, et qui l'a récupérée, qui l'a remontée dans un champ pour en faire une grange à foin. Alors moi je me suis dit super, je vais pouvoir aller voir comment c'était fait, parce que ça, c'est pas conservé, la Servès, on n'a rien de ce qui était au-dessus des bateaux. Tout a disparu. Et en fait, la grange à foin, elle avait brûlé dans un incendie, donc rien. Pas de chance. Voilà. Alors que c'était important. On pouvait peut-être pas, parce qu'en fin de compte, les moulins ont continué à exister parce qu'on avait installé des turbines. Oui, voilà, là on pouvait pas. Non, c'était pas possible. turbine. L'électricité sur l'eau, c'est toujours un peu compliqué. Donc non, c'est la raison pour laquelle ça a disparu. Et puis c'était quand même vraiment difficile à maintenir, hein, ces bateaux. C'était vraiment pas simple. Et puis sur certains croquis, on voit vraiment que la digue, elle prend oui. toute la surface de la rivière. Alors sur les grands cours d'eau, les cours d'eau navigables, ça a disparu même bien avant, parce qu'il y avait conflit d'usage avec la navigation. Et comme vous le dites, les digues de pieux, ça occasionnait des naufrages des bateaux qui circulaient, parce qu'ils s'accrochaient dedans. Et les archives sont pleines de conflits, justement, d'usage avec la navigation pour les grands cours d'eau. Effectivement, ça disparaît bien avant le 19e, voire le 18e siècle. C'est aux époques médiévales, quand la navigation commence vraiment à prendre une ampleur importante, au 16e, 17e siècle. Là, on enlève tout ça. Sur la Loire, par exemple, il y en avait des moulins bateaux, ils ont disparu bien avant. Parce que là, il y avait une confrérie des bateliers et des commerçants sur la Loire qui était puissante et qui a fait éliminer toutes ces structures. Y compris ça et les pêcheries. Il y avait des pièges à poissons fixes qui étaient un peu sur des modèles comme ça. On plantait des pieux, on faisait des lignes de pieux comme ça, mais parfois ça prenait toute la largeur de la rivière. Donc ça n'allait pas, quoi. Et quand l'eau recouvre juste les pieux, on ne les voit pas, et donc les bateaux ne les voyaient pas, et ils allaient crever leur coque dessus, quoi. Donc ça, on a des récits de naufrages et de conflits d'usage qui sont assez importants. Justement, là, dans la Loire, il y a eu des grosses fouilles sur les anciens bords de Loire et compagnie. Je ne sais pas s'ils ont retrouvé justement des coques de moulins bateaux, ou c'est juste des bateaux qui sont trouvés. On a trouvé des bateaux, oui, mais pas des coques de moulins bateaux. Non, pour le moment, dans tout ce qui a été documenté, parce que c'est des fouilles récentes. Mais, oui, moi je travaille aussi sur la Loire, on fouille des bateaux, il y en a eu fouillés plus bas aussi récemment, mais non, pour le moment, on n'a pas de moulin bateau. Ça serait bien, mais non, pas encore. Ça viendra peut-être. En fonction des bras qui seront fouillés à l'avenir. Oui, c'est ça peut être dans des anciens chenaux qui ont été atterris après, où là ça a plus de chances d'être conservé que dans le chenal actuel. Parce que pour le coup, là, tout ce qui a été dans le Doubs, les dragages n'ont pas trop attaqué. Si, j'en ai pas parlé, mais là c'est une chance incroyable, parce que plus de la moitié du chenal entre Sermès et Sonnières a été détruit par les dragages. Dans les années 1960-70, on a vraiment dragué, notamment pour faire un chenal pour remonter jusqu'à Navilly, faire passer des barges de sable. Et tout ce qui est contre Sonnières, où il y avait un port médiéval, où on espérait faire des choses, là il n'y a plus rien de conservé.
En amont aussi de Sermès et Saunière, il y a un lieu-dit qui s'appelle la Barre, où il y avait un passage à Guy très important. Et les dragages ont sorti des vestiges vraiment depuis la proto-histoire jusqu'à l'époque romaine et le Moyen-Âge. Et là, il n'y a plus rien du tout. C'est entièrement détruit par les dragages. Donc c'est un patrimoine qui est très fragilisé et dont il reste peu de choses. Mais quand on trouve des choses qui ont échappé aux destructions, bon, ça peut être, voilà, ça peut être très intéressant. Ça a été détruit par quoi? Les dragages. Les dragues, on creusait le lit des rivières, soit pour l'approfondir, pour que les bateaux passent, là c'est le cas sur le Doubs, soit aussi, il y a eu les deux, pour extraire des matériaux, les sables et les graviers, dont on a eu un besoin croissant avec l'ère industrielle, pour faire les voies ferrées, pour faire du ciment, pour faire plein de choses, les remblais de route, etc. Donc là, il y a une pression, on se met à prendre les mètres cubes, les millions de mètres cubes dans les lits des cours d'eau. Ça a été interdit à un moment, après on a pris dans les paléochenaux, c'est-à-dire les anciens chenaux qui sont remplis de terre maintenant. Mais par exemple, à Pierre de Bresse, vous avez une gravière qui s'est installée récemment, c'est des anciens chenaux du Doubs, pour exploiter les granulats. Et il y a eu une fouille archéologique 2014 et 2020. Avant l'exploitation, justement, pour sauver les vestiges qui étaient là. Parce que les rivières étant des milieux attractifs pour l'homme, ils ont toujours été occupés et exploités par l'homme. C'est sûr qu'en général, on trouve des vestiges archéologiques conservés. Et très bien conservés, parce que c'est en milieu humide, et vous avez vu, ça conserve les matières organiques, le bois, le cuir, la vannerie. C'est des éléments de la vie quotidienne qu'on ne retrouve pas toujours en archéologie terrestre. Est-ce que vous avez d'autres questions? En fin de compte, il y en avait surtout des fleuves, des moulins, bateaux. Oui, il y en a eu sur beaucoup de cours d'eau. Oui. Alors, si c'était trop torrentiel, non, mais après, oui, sur beaucoup de cours d'eau. Oui. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, de manière sommaire, comment est conservé le bois, enfin les techniques de conservation du bois? C'est sorti de l'eau. Oui, alors il y a deux laboratoires qui font ça en France, mais le plus celui qui traite les grands bateaux, il est à Grenoble, dans l'enceinte du commissariat à l'énergie atomique. Et il traite des bateaux, par exemple, si vous allez à Arles, je vous conseille la visite du musée archéologique d'Arles, qui est très beau, vous verrez un bateau qui a été sorti du Rhône, alors qui n'est pas un moulin sur bateau, mais qui était un bateau qui naviguait sur le Rhône à l'époque romaine, donc il a 2000 ans. Vous verrez l'état de conservation, c'est assez spectaculaire. Et il a été sorti par tronçon de 2 mètres, par des archéologues plongeurs comme nous, qui ont travaillé au fond, qui l'ont fouillé, étudié, qui l'ont fait remonter sur des bâtis métalliques. C'était assez compliqué. Et ça a été dirigé sur Grenoble, sur ce laboratoire. Et là, je crois, si je ne me trompe pas, c'est des bains dans une résine qui s'appelle du polyéthylène glycol. Pour faire bref, on fait évaporer l'eau, mais de façon très lente, très doucement. Parce que s'il y a un séchage rapide en fait, de matières comme ça qui sortent de l'eau, ça s'effondre et vous avez un tas de poussière en fait. Vous ne pouvez pas maintenir la forme et tout, donc c'est assez compliqué. Donc petit à petit, on imprègne le bois avec cette résine et après, normalement, c'est à peu près stable. Il faut que ce soit conservé quand même dans des conditions particulières, avec une température stable, un degré d'hygrométrie, etc. Donc à Arles, vous avez vraiment un très beau spécimen de bateau qui a été très bien conservé et qui est magnifique. Quoi. Il a 2000 ans. Et il va y en avoir un à Lyon bientôt qui sera exposé, qui a été trouvé dans une fouille. On a fait un parking souterrain il y a des années, là, au bord de la Saône. Donc en paroi moulée, c'est-à-dire qu'on est descendu sous l'eau, mais là par contre en paroi étanche, pour faire un parking souterrain. Et là, il y a eu des fouilles archéologiques en même temps que le travail sur le parking progressait. Et c'est un ancien port de Faune. Et arrivé tout en bas des niveaux, il y avait plusieurs bateaux romains qui étaient là, garés et conservés. Donc il y en a un qui a été sorti, traité aussi à Grenoble, par le même procédé, et qui sera bientôt, j'espère, prochainement exposé à Lyon. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Oui. Non, mais c'est bon. Quels sont vos fouilles actuellement, s'il vous Là plaît? maintenant, dans le Doubs, on fouille un autre site qui n'a rien à voir, c'est plus du tout la même période, c'est romain, c'est un ancien pont, à Pontoux.
Donc c'est pas très loin du site de Pontoux, voilà, où il y avait le moulin. D'ailleurs, la digue du moulin a été construite, s'est appuyée à un moment sur les anciens massifs de piles du pont romain. Donc voilà, c'est un peu original. Et voilà, c'est un pont en bois, aussi, à question de bois, charpenté. Et il a été beaucoup détruit par les dragages, mais on est dans les fondations des piles et c'est exceptionnel parce qu'on n'a pas de traité de construction de pont à l'époque romaine. On a un seul traité d'architecture Vitruve qui est parvenu jusqu'à nous. Il ne parle pas des ponts. Donc en 2000, ça date quand même il y a 2000 ans. Mais on sait que les Romains étaient quand même. Déjà, il y avait une ingénierie très élaborée. Et là, on a des assemblages de bois, des madriers en chêne qui sont extrêmement bien conservés. On travaille là-dessus, on a encore 1 ou 2 campagnes de fouilles. On va en faire une en juin, mais on a annulé. Mais finalement, c'est très bien, parce que vu le niveau de l'eau, je pense que c'est mieux. Donc on va fouiller en octobre, et puis on espère terminer ça l'année prochaine. Et sinon, on travaille sur la Loire, beaucoup sur des vestiges de la Loire moyenne, entre Nevers à peu près, et jusqu'à Sully-sur-Loire. Là, c'est pareil, il y a des vestiges de ponts romains, médiévaux, des bateaux qui naviguaient, des pêcheries, des vestiges très, très variés. Et si vous voulez voir des vestiges sortis de la Saône, vous allez au musée d'Onon, si vous ne connaissez pas. Il y a des salles qui sont consacrées à l'archéologie de la Saône, parce que l'ancien conservateur du musée, Louis Bonamour, faisait des fouilles dans la Saône, et il a trouvé et fouillé de très nombreux vestiges, depuis des villages de l'âge du bronze de 800 avant notre ère, jusqu'à des choses beaucoup plus récentes, des pêcheries médiévales, etc. Donc vous avez des maquettes aussi qui sont très parlantes, très didactiques, et puis des très beaux objets aussi, surtout. Vous verrez, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez prolonger un peu la thématique vestiges archéologiques immergés. C'est gratuit. Et il y a 2 ans, il y avait eu une exposition temporaire sur tout ce qui était sorti de l'âge du bronze dans la Saône, mais vraiment de Lyon jusqu'à quasiment la source. Donc avec en plus un cursus, une géographie en forme de méandre de rivière qui était très très bien aussi. Oui, il y a le catalogue d'expo qui est encore disponible. Ouais. H&M. C'est sur la place de la mairie, de l'hôtel de ville. Hein, c'est voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas. Merci à vous.